Bonsoir à toutes et à tous. La guerre est finie. Jean-Luc Mélenchon a donc retrouvé le chemin du bureau de François Hollande. Après l'avoir étrillé, il joue désormais les facilitateurs pour son ami, le grec Alexis Tsipras. L'enjeu est majeur. Jean-Luc Mélenchon redoute de voir l'autre gauche, en Grèce ou ailleurs, se fracasser sur la réalité. Car le moment de vérité approche. Comment le PS peut-il se remettre de ce 49-3 qui a creusé les fractures? Que reste-t-il de la gauche après la loi Macron? Claude Veil posera une question toute simple à mon invité. Pourquoi seul le Front National prospère sur la colère? Vos questions par SMS au 41 555 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est politique. C'est parti. C'est un rendez-vous inhabituel pour le tribun du peuple. Au palais de l'Élysée, décor pour une tragédie grecque. Il a 50 minutes pour convaincre son meilleur ennemi. Je viens, dire des choses que peut-être d'autres n'osent pas dire. Moi, j'ai rien à prouver en face de François Hollande, il n'a rien à me prouver, c'est pas le sujet. On doit sortir de du strict cercle politicien. Hein. Mélenchon face à Hollande, en tête-à-tête. Sortir de l'arène politicienne pour défendre l'ami grec dans le bras de fer avec l'Europe. Mélenchon est sorti honoré. Vous avez vu, hein, ils ont mis les petits plats dans les grands pour moi. Hein. Comment c'était? Ah bah, c'est toujours plaisant avec François Hollande. Ah bon? Oui, C'est rare. plus la guerre avec François Hollande. Mais non, mais attendez. Oubliez le menteur, le fourbe, le capitaine de pédalo. Mélenchon positive. Mais c'est pour la bonne cause, celle de l'Europe. Ah, c'est un bon Mélenchon, hein. C'est un vrai bon. Des encouragements et un café, s'il vous plaît. Voici l'heure du débrief et des premiers doutes. Croire François Hollande sur parole, il aimerait. Mais ce n'est pas vraiment dans ses habitudes. Je sais pas. C'est ça, bon, une discussion, c'est une discussion. Hein. On ne peut pas avoir... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il ne veut pas que les Grecs soient humiliés. Après, qu'est-ce qu'il comprend de ça? Allez. Pas question de s'en tenir à la critique. Cette fois, Mélenchon s'implique. Bon, en tout cas, j'aurais tout fait. Voyez-vous, je me dirais pas un jour, ah ben tiens, je n'ai rien fait, je suis resté dans mon coin à râler au lieu d'aller de l'avant. Voilà. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. 24 heures à peine se sont écoulées depuis sa rencontre avec François Hollande. Et déjà, le combat politique reprend ses droits. Donc, il ne m'a pas répondu sur la question de la coupure des liquidités. Je tiens à le dire parce que, pour moi, je suis bien embarrassé qu'il ne m'ait pas répondu. Je trouve qu'il prend un risque énorme. Dans son esprit, de ce que je comprends, il dit, bon, ça fait partie de la négociation, ça crée une ambiance. C'est une erreur, François Hollande. On ne joue pas avec les revolvers quand on discute. Voilà, ou on discute ou on tire. Merci Jean-Luc Mélenchon. Un bon mot pour soutenir l'allié grec, Alexis Tsipras. Merci de votre accueil, cher ami. Ce fut un plaisir. On le voit ici avec son ministre des Finances. Regardez ce sourire, il n'a rien de contrat. Il est comme ça. C'est votre modèle? Non, je n'ai pas de modèle, je m'invente. Allez, on y va. La plus drôle, c'est celle-là, parce que c'est à cause du bout de sourire, là. Le grec Tsipras, Ça, c'est l'ami qui sourit. C'est pas le Premier ministre. c'est l'homme qui a redonné le sourire à Mélenchon. Regarde le sourire qu'il a, comme il est amusé, là. Depuis sa victoire à Athènes, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient. Une rencontre dans un café parisien. C'est un moment assez émouvant. Donc, il nous rencontre parce que nous avons été ensemble à peiner, misérer et galérer. Et bon, c'est un bonheur quoi, de voir l'un d'entre nous qui est devenu Premier ministre. On regarde l'autre avec comme on l'a jamais regardé. Et cet homme est quand même celui qui a ouvert la brèche. Ça lui restera pour toujours dans l'histoire. Hein. Malheur, c'est pas moi.
Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. On va rebondir sur cette dernière petite phrase de ce portrait qui est signé Lise Barcellini et Dominique Lemarchand. Malheur, c'est pas moi. Vous êtes un peu jaloux de la situation ? J'ai la tentation de l'histoire et c'est une matière brûlante à laquelle je me suis toujours confronté, que ce soit l'histoire à connaître du passé ou de celle de mon temps. J'ai toujours été comme ça de l'avant et j'ai eu le bonheur à chaque fois d'avoir une rencontre entre mes convictions et les grands moments de l'histoire. Parce que franchement, quand j'ai rencontré Alexis Tsipras la première fois, vous n'auriez pas mis vos affaires de camping dans son bureau. Il était à 3% et il s'apprêtait à avoir une scission de son improbable coalition de 17 partis. Ou bien mes autres amis d'Amérique latine. Et la constance, la cohérence fait qu'à un moment donné, c'est comme ça. Votre trajectoire rencontre l'histoire ou pas. Mais est-ce que ça nourrit chez vous un peu d'amertume, de regret ? Non. Vous dites c'est lui qui a ouvert la brèche, c'est pas moi. J'aurais préféré, parce que la France est plus puissante que la Grèce en Europe. Et le rapport de force aurait été incroyablement plus favorable. Au demeurant, comme je suis quelqu'un plein de cette histoire, je saurais quoi faire et par quel bout attraper les problèmes. On va rebondir sur ce mot, la brèche. Ouvrir une brèche, ça veut dire quoi ? Si vous voulez, dans votre présentation, il y a quelque chose d'un peu amusant. Vous dites que va devenir l'autre gauche face aux réalités. Non, pas face aux réalités. Face à l'intransigeance du gouvernement allemand, il y a des noms, Madame Merkel, Monsieur Schäuble, qui sont les responsables du blocage de l'Europe. Ils font la politique dans tout petit groupe, leur électorat, les retraités par capitalisation allemands qui ont besoin d'un euro très fort pour garantir leurs revenus et de dividendes pour payer leur retraite. Et ils le font, mais puissent crever le reste du monde. C'est pas d'abord les Allemands. Tsipras face à l'Europe, c'est Alexis Tsipras face à Angela Merkel. C'est ça qui se joue selon vous. C'est Alexis Tsipras comme une sorte de pointe avancée d'un processus qui est présent à l'état plus ou moins ouvert dans toute l'Europe, en Espagne, au Portugal. Vous savez, en Espagne, on dit que nos amis sont très hauts dans les enquêtes, mais ne me perdez pas de vue l'Irlande, où le Sinn Féin est extrêmement élevé et pourrait peut-être lui aussi gagner les élections. Donc il y a une poussée dans toute l'Europe contre un système qui est devenu fou, qui sacrifie tout à la dette. Je vais vous citer une phrase de Daniel Cohn-Bendit, vous le connaissez bien, oui. L'ex-eurodéputé écologiste. Il dit « Quand Copé parle des immigrés, c'est du racisme. Quand Le Pen parle des immigrés, c'est du racisme. Et quand Mélenchon parle des Allemands, c'est du racisme. » Vous avez un problème avec les Allemands ? Non, c'est une phrase stupide, il le sait bien. Bon, il est totalement dégénéré, donc j'ai beaucoup de mal à accepter les leçons de M. Daniel Cohn-Bendit. Mais non, ça n'est certainement pas du racisme, et encore moins de l'ethnicisme. C'est-à-dire, c'est par confort de langage, on dit les Allemands. Mais je devrais dire à chaque fois une phrase insupportable. Le gouvernement allemand de Mme Merkel et M. Schäuble de la droite allemande et des sociodémocrates allemands qui sont leurs caniches extrêmement dévoués, jappant en cadence quand on les appelle. Donc, c'est ce contexte-là, si vous voulez, d'une Europe qui cherche à respirer, à se donner de l'activité, et de l'autre côté, la vieille Allemagne recroquevillée sur elle-même des conservateurs allemands. Et donc, Tsipras ouvre la brèche, et dans cette situation, il est totalement seul. C'est la raison pour laquelle je vais voir le président français en me disant... bon, c'est pas le social-démocrate que je vais voir, ils sont bons à rien. Ils sont tous couchés devant les Allemands. Mais le président français, à qui je vais dire... Je vais voir si je peux faire entendre une musique, un bruit différent. Et alors, il vous a entendu, vous a écouté. Et qu'est-ce que ça a changé, cet entretien avec le président de la République ? Je ne sais pas, et si je le savais, peut-être que je ne le dirais pas. Si l'on veut garder un rôle, si on veut être entendu dans certaines circonstances graves. Par exemple, quand il y a la manifestation le 11 janvier, j'y suis avec tout le monde. Je ne me soucie pas de savoir, et pourtant il y a des gens qui me dérangent là-dedans. Là, c'est pareil. Il faut tout faire pour que la Grèce ne soit pas humiliée et battue. C'est un allié d'Alexis Tsipras, François Hollande ? Alors, à l'heure actuelle, c'est certainement celui qui, d'après l'équipe Tsipras, aura été le plus utile à l'équipe Tsipras. D'accord ? Donc, je le dis parce qu'ils me l'ont dit. S'ils ne me l'avaient pas dit, je ne dirais rien. Cependant, je crois que le président français ne doit pas accepter que les Allemands fassent, le gouvernement allemand de Mme Merkel et Schäuble, tant pis pour vous, fasse la loi en Europe. Parce qu'il a le choix ? Ils vont détruire. Mais bien sûr qu'il a le choix. Il ne faut pas se laisser intimider par quoi ? Par une poignée de gens qui... quand vous voyez Schäuble, c'est une espèce de mécanique à répéter tout le temps la même chose, d'une manière qui est absolument inacceptable. Les Allemands ne paient pas leurs dettes, eux, dans le temps. Qu'est-ce qu'il fait, là, demain, le président de la République ? Vous dites, on a le choix. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que vous lui dites à François Hollande ?
si on déjà, veut il faut ouvrir dire cette aux brèche, autres, comme vous dites. il faut dire aux autres, dans un allemand plus courtois que celui que j'ai utilisé à un moment donné, il faut baisser le ton. Stop. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça aux Grecs. C'est le peuple grec qui a voté. La Grèce, ce n'est pas une bourgade de l'Allemagne fédérale. C'est un État indépendant que, par ailleurs, vis-à-vis duquel les Allemands ont des dettes, car ils y ont fait de très grands ravages pendant la guerre. Et ils les ont humiliés d'innombrables manières. Donc ils doivent assumer aussi quelque chose de leur histoire. C'est très important de comprendre qu'on ne peut pas accepter de continuer à marcher à la baguette de M. Schäuble ou de M. Merkel, parce que l'Europe va Madame mourir Merkel. de ça. Mais on en est où aujourd'hui? Alexis Tsipras a jusqu'à demain pour présenter son programme de réforme. J'ai une dépêche là du doyen de la gauche grecque qui s'emporte contre le gouvernement de Tsipras et il dit en gros, si j'avais su que ça se passerait comme ça, si j'avais su que vous céderiez à l'Eurogroupe, eh ben j'aurais pas voté, j'aurais pas soutenu cette campagne. Ça vous fait déjà sourire? Ils ont cédé, il a trop cédé de Tsipras? Écoutez, c'est un rapport de force. La Grèce, c'est 2% de l'économie européenne. Le rapport de force est extrêmement dégradé pour eux. Ils ont gagné 4 mois de temps. Les Allemands, le gouvernement allemand, leur serre la vis, s'est comporté d'une manière arrogante. Leur première déclaration, qui était conciliante, Schäuble l'a éjectée comme ça, en disant « on ne parle pas comme ça à l'Allemagne », etc. Bon, là, ils vont revenir à la charge. Qu'est-ce qu'ils veulent? Humilier la Grèce, jusqu'au point où elle serait soit à devoir quitter la zone euro, soit à devoir céder. Quel est l'intérêt d'humilier la Grèce pour Schäuble, pour Angela Merkel, à votre Parce avis? qu'ils veulent que les principes, comme ils disent, soient respectés. Ce ne sont pas des principes, ce sont les règles du jeu que eux-mêmes ne respectent pas. L'attitude de l'Allemagne est une attitude arrogante, dominatrice et qui conduit l'Europe au chaos. Dans le cas des Grecs, ont-ils trop ou pas assez cédé? Je trouve extrêmement confortable que de l'extérieur, on vienne dire, et je vois qu'il y a une certaine jubilation, j'ai même vu un titre de presse disant « première capitulation ouais. ». Ah, vous voyez, personne ne peut rien, on ne peut rien changer. En allemand, ça s'appelle « Schadenfreude », la joie à propos du malheur des autres. Mais non, ils se battent. Et comprenez bien ceci, la partie ne fait que commencer, car nous avons gagné en Grèce, Tsipras a gagné avec 37%. Ça veut dire qu'il reste tout le reste du peuple grec à convaincre. Et en ce moment, les meilleurs instituteurs de la compréhension de ce qu'est devenu l'Union européenne, c'est Schäuble et Merkel. Parce qu'un nombre croissant de Grecs vont finir par se dire « alors si c'est ça, salut ». Et d'une certaine manière, ce qui est important pour un gouvernement, c'est d'avoir avec lui le peuple. La force de Tsipras, c'est qu'il a avec lui le peuple. Les Allemands aussi ont avec eux le peuple allemand. Nous verrons bien. Non, c'est démocratie contre démocratie, vote contre vote. Mais et alors? Donc on choisit, Madame Roux, on choisit. De qui sommes-nous les plus proches? Des Grecs, du gouvernement grec ou du gouvernement allemand? Je fais mon choix, je me sens plus proche du gouvernement grec. Je trouve l'attitude de l'Allemagne inadmissible. Elle ne respecte pas les règles du jeu, mais elle veut les imposer aux autres. Elle ne paye pas ses dettes, mais elle veut que les autres les payent. Pour boucler la boucle, ça veut dire que vous souhaitez que François Hollande aille plus loin? Ça veut dire que je crois qu'en Europe, le problème, c'est l'Allemagne. Voilà ce qui doit être dit. Mais le comment problème ça se traduit en Europe, concrètement? On les fait sortir eux ou on sort nous? Non. On crée les conditions dans lesquelles il y a une discussion. Ce n'est pas une discussion quand Schäuble et Merkel arrivent en disant on ne parlera de rien, tout continue comme avant, ou quand un Juncker dit il n'y a pas de vote démocratique contre les traités européens. Mais enfin, ça c'est M. Brejnev qui disait ça avant de l'Allemagne des pays de l'Est. Il disait c'est la souveraineté limitée. Ces gens-là doivent comprendre que les peuples existent et que nous ne sommes pas tous des petits vieux retraités par capitalisation allemande. Comment on fait pour cette Europe-là? Comment on fait? Que dit François Hollande à Angela Merkel? Qui peut prêter main forte à François Hollande sur ce sujet-là? Non, mais attendez, c'est 2 questions. C'est que doit-on dire à Mme Merkel? D'abord, on commence à lui dire... Et est-ce qu'on est tout seul face à Merkel? Mais on est tout seul? Madame Roux, il faut bien qu'il y ait des gens qui disent la vérité. Parce que sinon, on pourrait croire que les décisions sont libres. Ce n'est pas vrai. Les Français repassent au tourniquet la semaine prochaine. La Commission va nous faire la faveur de nous dire si nous avons un délai supplémentaire pour atteindre des objectifs. On l'aura. Je ne sais trop quoi. On l'aura, sans doute. Sans doute, dites-vous. Oui. Mais quand quelqu'un pose sur la table un revolver, on ne peut plus parler. C'est ce qu'ils ont fait avec les Grecs. Ils leur ont dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais on vous coupe les liquidités. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez à la banque, à la tirette, il n'y a plus d'argent. Vous allez retirer votre argent de la caisse d'épargne, il n'y en a plus. Vous allez chez le commerçant, vous n'avez rien pour donner en échange. C'est ça qu'ils ont fait aux Grecs.
Et les Grecs pouvaient tenir jusqu'à mardi prochain. Donc ils ont remporté une victoire en obtenant 4 mois de délai. Eh bien, dans ce cas précis, les Allemands doivent cesser d'utiliser des méthodes pareilles dans une discussion. De la même manière, nous devons dire aux Allemands, eh bien, la dette grecque, il faut arrêter de dire que vous allez la payer. Personne ne la paiera jamais, tout le monde le sait. Personne ne la paiera jamais. Donc on dit aujourd'hui, que ça coûterait aux Français 40... Oui, on leur a fait peur. Voilà, on leur Tout a ça fait est peur. un mensonge absolu, parce que ce sont les intérêts qui sont à payer, et aussi longtemps qu'on n'annule pas la dette, elle n'est pas à la charge des pays concernés. Quand bien même l'annulerait-on, que ce sont des dettes qui sont sur plus de 25 ans. Le problème, c'est quand je vous écoute, je me dis, c'est aussi facile que ça. C'est aussi Oui. facile de dire, bon allez, la dette grecque, elle n'existe pas, elle n'a jamais existé, Mais- on la remboursera pas. La dette portugaise, espagnole, française, peu importe, j'en sais rien. Tout ça, c'est le jeu des Allemands Mais uniquement. pourquoi c'est ne aussi simple. m'écouteriez-vous pas? Je N'ai-je vous pas écoute. eu raison jusqu'à ce jour? N'ai-je pas annoncé au début, quand ils ont commencé les plans de soi-disant redressement et de solidarité, que ça finirait encore plus mal? N'ai-je pas toujours dit que la dette française s'approfondirait à mesure qu'on prendrait des mesures d'austérité? Mais enfin, à la fin, les faits ont-ils un intérêt ou non? Si les faits ont un intérêt, j'ai eu raison, et ils ont eu tort. Quant à la dette, pourquoi ne ferions-nous pas, nous, en Europe, ce que font les Américains chez eux? C'est-à-dire que la Banque centrale rachète les dettes, vous avez un peu d'inflation, mais mieux vaut de l'inflation et être vivant que d'avoir de la déflation et être tous morts. Parce que nous sommes dans la déflation. On y arrive, oui. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur plan économique et financier. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait? Vous dites, j'ai eu raison avant les autres. Oh, je ne m'en vante pas trop, parce que c'est que ça là- ne sert à rien. Bon, d'accord. Mais enfin, j'ai quand même pour moi de ne pas m'être trompé, quand même, ça compte des fois. Vous l'avez dit. C'est quoi le déclic? Puisque on attendait une espèce Ils ne de comprennent rien. réveil avec Oui, les oui. élections en Grèce. Au final, les choses ont l'air de se passer et vont sans doute s'accommoder. Enfin, on verra comment les choses se terminent. Mais pour l'instant, il y a un accord qui semble être en bonne voie. C'est quoi le déclic? Tant mieux s'il y a un accord, parce Tant que mieux. les Grecs peuvent continuer, et ils ont déjà annoncé qu'ils n'augmenteront pas la TVA, et n'augmenteront pas l'âge de la retraite, et ne diminueront pas les pensions. Alors peut-être qu'on peut regarder tout ça de haut, en disant oh, c'est pas très important. Si, c'est très important dans la vie de tous les jours des gens. Quel va être le déclic? Eh bien, c'est la catastrophe. Parce que des gens bornés, qui ne veulent rien entendre, qui ne veulent parler de rien, et qui veulent imposer aux autres des règles qu'ils ne respectent pas eux-mêmes, je parle à nouveau du gouvernement allemand, nous mènent à la catastrophe. Vous le savez bien, dans tous les pays de l'Europe de l'Est et une partie des pays de la vieille Europe centrale, là, nous, hein, Italie, France, Allemagne, Angleterre, eh bien, c'est l'extrême droite qui perce. Donc nous allons à la catastrophe, vous le savez. Et pourtant, on continue à être là, à dire oui, il faut justement. respecter les principes et les règles. Tout ça est un cauchemar. Donc il faut tout faire pour essayer d'en sortir. Et ce débat a lieu aussi en France, et on y vient. C'est la semaine où la gauche aura mesuré l'étendue de ces fractures. Après l'utilisation du 49.3 sur la loi Macron, les positions se radicalisent et l'ancienne majorité plurielle est atomisée. La réponse du trio Macron-Valls-Hollande tient en un axe: poursuivre coûte que coûte le chemin de la réforme. Élisa Coudray et Joël Lefebvre. L'engagement du 49.3, c'est un acte d'autorité. Car l'autorité, c'est assumer ses responsabilités quand l'intérêt supérieur de la nation l'exige. Une démonstration de force. Mais à quel prix? Avec qui gouverner à présent? Brutaliser la majorité n'a pas eu d'autre choix que de rentrer dans le rang. Mais demain, comment rassembler pour remporter les futures batailles électorales? De gouverner et d'avoir la confiance. Principale victime du 49.3, les frondeurs. Ces socialistes opposés à la politique économique du gouvernement. En fin de semaine, même les plus virulents faisaient profil bas, assommés. Rien ne sera plus comme avant. Il y a des débats, c'est normal, et il faut savoir les surmonter. Et là, ce qui a échoué probablement, c'est une méthode qui consiste à parler pour le gouvernement avec ceux qui sont d'accord avec lui, mais pas avec l'ensemble de la majorité. Est-ce que c'est une fracture irréconciliable? Je ne le dirais pas ainsi, parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de réveiller la gauche. C'est pas de la tuer, c'est pas de la faire exploser. Et contre l'immobilisme, certains se prennent à rêver. Une nouvelle gauche plurielle, pourquoi pas? Il faut assumer que le Parti socialiste n'est pas majoritaire à lui tout seul. Si le Parti socialiste veut continuer à vivre avec ça, en effet, ça veut dire qu'il faudra qu'il définisse une position en son sein et que tous les députés socialistes suivent en rang serré. Ils ne le font pas. Donc il faut en tirer une conclusion simple, c'est qu'il vaudrait bien mieux être dans une logique d'avoir une coalition dans laquelle il y a les différentes sensibilités du Parti socialiste, les écologistes, les radicaux de gauche, même
les communistes et le Front de gauche s'ils le souhaitaient. S'ils ne le souhaitent pas, tant pis. Problème, plusieurs députés du Front de gauche ont voté la motion de censure déposée par la droite. La rupture semble donc consommée. Alors comment faire pour 2017 ? Comment résister notamment à la montée du Front National ? Vraiment, je ne pense pas que la montée du Front National soit liée à la division de la gauche. La montée du Front National, pour moi, elle est liée à la politique qui est conduite. Elle est liée au fait qu'on a notre peuple, pas seulement le peuple de gauche qui a voté François Hollande, mais notre peuple qui est très déçu. Un seul point fait l'unanimité. Sans électrochoc, la gauche aura bien du mal à gagner. Et la gauche, elle a aussi le visage d'Emmanuel Macron, qui est à la une du JDD aujourd'hui, avec une phrase « Les réformes sociales arrivent ». En gros, vous n'avez pas encore tout vu. Ah, c'est clair qu'il est capable de bien d'autres méfaits. Comment est-ce que vous analysez cette posture, cette détermination, en tout cas, d'Emmanuel Macron, de François Hollande, de Manuel Valls, à donner des gages, diront certains, oui. à Mme Merkel, puisqu'on en a parlé, et à Bruxelles, et d'autres à dire... Non, mais déjà, merci de poser ça comme un fait acquis, parce que ça l'est. Toute cette loi Macron et tout le reste, ce ne sont pas des inventions de ces gens. Ce sont des décisions de la Commission qui s'appliquent en France de manière méthodique et mécanique. Bon, alors, la coupure, Caroline Roux, elle est depuis le début. Le président de la République a choisi de mettre le centre de gravité de la majorité issue de 2012 à la droite de cette majorité. C'est-à-dire qu'il a été chercher le Premier ministre qui avait fait le plus petit score dans les primaires et qui était marqué, je veux dire, il ne s'est jamais caché de ses convictions, le plus à droite de tous les socialistes, contre les 35 heures, contre les conquêtes sociales, et faisant beaucoup de mouvements de menton, donnant de l'autorité, tenant des propos contre les Roms qui ont scandalisé tout le monde par leur brutalité, et ainsi de suite. Bon, donc il a choisi cet homme qui applique la ligne politique à laquelle lui-même croit. Mais c'est une erreur terrible d'avoir mis le centre de gravité de la gauche là, parce qu'il n'est pas là. Et ce qu'ils sont en train de faire n'est pas la gauche. Et lorsque j'entends dire la gauche ceci ou la gauche là, mais de quoi parle-t-on ? On parle du Parti socialiste, je vous prie. À part le Parti socialiste, il y a tout un monde. Vous avez vu successivement M. de Rugy et M. Chassaigne. Je pourrais dire des choses très comparables à ce qu'ils disent. Quand de Rugy dit mais le Parti socialiste peut quand même pas s'imaginer qu'on va tous se mettre en rang et au pas. Mais si, le Parti socialiste se l'imagine et il le pratique. C'est un chantage permanent. Vous avez vu. Ils disent on doit voter Macron ou bien on fait le jeu de l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon, vous les connaissez très bien les uns et les autres. Comment tout cela se termine ? Est-ce qu'à un moment, il y a un moment de vérité à gauche, au Parti socialiste ? Est-ce que ce sera le prochain congrès ? C'est par la force des choses les élections. C'est le peuple qui encore a la possibilité de s'exprimer. Et le peuple est en insurrection civique dans notre pays. Une majorité de gens ne va pas voter parce qu'ils considèrent que tout ça ne sert à rien. La principale crise, c'est la crise démocratique. Et j'ai été heureux d'entendre M. Mandon le dire récemment. Donc, ou bien on continue avec une république qui donne tous les pouvoirs à un monarque républicain, ou bien on passe à une autre république. La première des choses à faire, c'est que le peuple redevienne souverain, et ça, il le fera, moi j'ai ma conviction, à travers une constituante. Des fois, il faut remettre tout à plat, et voilà pourquoi j'ai créé le M6R, voilà pourquoi cette idée, je veux la rendre majoritaire, et je crois que j'aurai des soutiens de tous les côtés. Je ne demande à personne d'être d'accord avec moi. Vous y venez à la même M6R, donc on y vient, c'est quoi ? C'est un nouveau parti pour faire une campagne pour Jean-Luc Mélenchon ? Oh, ça, c'est la méchanceté qu'auront trouvé tous ceux qui ne m'aiment pas et qui ne s'occupent jamais de ce que je dis, mais de l'apparence ou de la forme ou que sais-je. Non, le M6R, c'est un mouvement pour rendre majoritaire dans le pays l'idée qu'il faut passer à une autre république et que c'est le peuple lui-même qui est capable de le faire. Parce que, Madame Roux, aucune autorité n'est plus légitime quand vous avez des océans d'abstention comme ceux dans lesquels nous nous débattons. Et en quelque sorte, c'est l'abstention qui favorise la manœuvre. Parce que Mme Le Pen n'a qu'une chose pour elle, une dynamique dans son camp. Mais dans un océan d'abstention. Mais le problème, c'est quand on lit votre démarche, on se dit, bon, ça n'a pas marché avec les socialistes, c'est compliqué avec les communistes, le Front de gauche va pas très bien, donc Jean-Luc Mélenchon, il se met à l'écart et il crée son petit bidule de son côté. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on voit mal ? Bon, on peut toujours supposer le pire des gens avec qui on parle. Est-ce que vous avez seulement l'intention de créer un incident sur ce plateau ? Je pourrais aussi avoir cette idée. Non, je me bats pour des idées. Je suis toujours frappé que
ce ne sont jamais les idées pour lesquelles je me bats dont on parle. On parle de mon apparence, on parle de ma faconde, on parle de mes mots. Mais là, la 6e République, c'est-à-dire l'idée d'un processus constituant. Mais si quelqu'un connaît une autre manière pour sortir de la crise, il n'a qu'à le dire. Le Parti socialiste l'avait proposé, les écologistes le proposent aussi. Pourquoi ne le fait-on pas alors, si tout le monde est d'accord? Si tout le monde pense que c'est la bonne idée, mais vous voyez bien que ce sont des menteurs. C'est-à-dire qu'ils disent une chose et en font une autre. Tandis que moi, si je suis en situation de le faire, je le ferai. Et tout le monde le sait. C'est bien pourquoi ils s'acharnent sur moi de cette manière, parce que tous ces privilèges finiront en une nuit. Bon, comme ça a été le cas déjà à d'autres moments de notre histoire de même. Quand je parle d'économie de la mer, jamais on peut en parler. Quand je dis je sais comment vaincre le chômage, je sais comment relancer l'économie du pays, on peut dire voyons ce que raconte cet homme, si ça tient debout ou pas. Non, on n'en parlera pas. Est-ce que vous pensez que vous pouvez réussir tout seul, Jean-Luc Mélenchon? Tout seul, ça ne s'est jamais vu. Mais ça ne s'est jamais vu. Dans ma vision politique, que j'ai toujours tenue, le peuple est l'acteur central. Mais il y a une chose à quoi on ne peut pas échapper, c'est à la responsabilité individuelle et personnelle. C'est moi qui parle ici aujourd'hui, nous ne sommes pas 50, c'est moi que vous avez invité. Et par conséquent, j'ai un devoir, celui de porter la parole de quelqu'un qui croit qu'il a le goût du futur, qui croit qu'on peut faire autre chose. Nous sommes un très grand pays. J'enrage de voir ce qu'on en fait. J'enrage de nous voir trottiner derrière Mme Merkel. J'enrage de voir que les événements semblent nous échapper alors que nous sommes la grande puissance du continent. Ce ne sont pas les Allemands, c'est nous. Donc nous avons un rôle à jouer. Et oui, ça me fait très mal au cœur. Mais je jouerai mon rôle. Et je sais qu'il faut à un moment donné être capable d'incarner les choses. Ça me coûte de vous le dire, c'est pas ma tradition intellectuelle. Mais ça va, j'ai compris, je suis pas fou. Je vois bien que je vis au XXIe siècle avec les médias et c'est moi qui suis là. C'est vous qui êtes là en face de moi. Et parfois je vous ai reçu, et parfois vous avez eu des propos d'une violence inouïe à l'égard de François Hollande. Je les ai ressortis. Et vous avez, comme vous avez du talent, vous avez souvent le mot juste, le mot qui fait mal, le capitaine de pédalo. Vous avez dit c'est un menteur, un fourbe par-dessus le marché, un mollasson, un ectoplasme. Hollande rabougrit tout ce qu'il touche. Et puis on vous voit rentrer à l'Élysée, parce que c'est Alexis Tsipras, on en a parlé, mais est-ce qu'on peut clarifier la situation là, maintenant, tous les deux? Mais elle n'est confuse. Est-ce que vous parliez de trottiner derrière Angela Merkel? Vous énervez, mais est-ce que vous trottinez la France derrière François Hollande? Ah bon, vous avez toujours un angle un peu pervers, et fiez-le. Mais non, les choses sont simples. Ce que je pense du Parti socialiste, tout le monde le sait, je l'ai quitté. Je pense que ce parti est un astre mort. Je pense qu'il n'est plus bon qu'à aspirer dans le vide toute l'énergie de la gauche. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans quel état on est. Et ils continuent, nuit et jour. Leur chantage, il faudra, alors on dit, attention, il y a le Front National. Donc, allez travailler le dimanche. Taisez-vous, en rang, silence. Bon, c'est toute cette brutalité, cette violence, le 49-3, puis ensuite les menaces contre les... On le sait tout ça. Mais Madame Roux, après, quand se présentent des grandes circonstances, il faut être à la hauteur de ces grandes circonstances. Quand il y a eu le 11 janvier, je suis allé manifester comme tout le monde, j'ai appelé, bon, j'ai rempli mon devoir. Bien, je dis je, parce qu'il faut bien que les choses aient un nom. De la même manière, quand se présente l'opportunité grecque, c'est une chance extraordinaire pour la France. C'est peut-être une chance pour François Hollande. S'il ramassait bien la situation, il en ressortirait plus fort. On pourrait dire, mais alors, c'est absurde, vous jouez contre vous-même. Je joue pour ma patrie. Voilà, c'est tout. Ça existe. Moi, je n'ai plus rien à attendre comme individu d'autre que l'honneur de faire ce qu'il faut au bon endroit. Vous avez dit le Parti socialiste est un astre mort. Oui. Dans quel état est le parti de gauche? Dans quel état est le front de gauche? Vous y avez cru? Vous les avez portés, j'y crois ces toujours. structures-là. Mais oui, je vous comprends. Mais nous sommes... D'abord, vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Le mouvement socialiste est un mouvement qui a plus d'un siècle d'existence. Et qui est... Ça a échappé aux observateurs. Il y a beaucoup de choses qui échappent aux observateurs dès que ça atteint un certain degré de complexité. Par exemple, Tsipras, personne ne l'a vu avant qu'il gagne. Avant, non, c'était aube dorée, le sujet. Bon. Là, c'est pareil. Personne ne sait que l'international socialiste a éclaté. Personne ne sait que le Parti social-démocrate allemand a refondé un petit regroupement et que les socialistes gouvernent avec la droite dans plus de la moitié de l'Europe. Donc, cette famille politique-là est arrivée en bout de course dans l'histoire. Ça arrive. Et il s'agit maintenant de créer la relève. Ça, vous l'avez pronostiqué depuis longtemps. Vous l'avez dit à propos du Parti socialiste. Et on voit que les fractures sont là.
Mais vos formations à vous, dans lesquelles vous vous êtes engagé, que vous avez porté, parti de gauche, front de gauche, sincèrement, alors commençons par le parti de gauche, allez. Non mais attendez, une petite seconde. Il faut d'abord comprendre pourquoi les choses doivent se faire ailleurs. C'est parce qu'elles ne peuvent pas se faire là où elles se faisaient auparavant. Si vous adhérez au Parti socialiste aujourd'hui, c'est pour appliquer la loi Macron. Permettez que des gens de gauche n'y trouvent pas leur compte. Donc nous avons été obligés de créer autre chose. Nous l'avons créé avec les matériaux qui se trouvaient là. Nous, petite troupe, un peu hardie, sortant du PS, d'autres qu'on a rencontrés, et puis les communistes qui étaient là, exsangues, après une bataille qui les avait quasi exterminés lorsqu'ils sont tombés à 2%, en dépit de tous leurs efforts. Parce que, bon, et avec ça, on a recréé un élan. Bon, les vieilles habitudes ont repris le dessus. C'est quoi les vieilles habitudes? Ah ben, c'est les arrangements électoraux, ici, là. Et j'aurais pu me désespérer, me taper la tête contre les murs, de voir comment un aussi bel élan de la présidentielle a été transformé en une ratatouille municipale ici ou là, dont personne n'a envie. Nous avons passé de mauvaises européennes. Là aussi, on aurait pu dire, écoutez, ça suffit, moi je rentre chez moi, débrouillez-vous, puisque tout ce que vous savez faire, c'est tout plomber. C'est le contraire. Aussitôt, on s'est remis au travail, et vous voyez, les premiers résultats sont là. C'est-à-dire que la coalition est en train de s'élargir, que dans une majorité de cas, nous faisons des candidatures communes au départemental, avec les écologistes, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que dans un très grand nombre de cas, ce sont des assemblées citoyennes qui décident et qui désignent les candidats. Il faut être patient, vous savez, Caroline Roux. Il faut recommencer sans cesse, des fois, le même travail. Je ne pavoise pas, je ne suis pas en train de vous dire ce que nous faisons est parfait. Je dis, comme Léon Trotsky, que l'histoire est lente et cruelle. Alors, imaginons, on est au lendemain des départementales, elles seront sans doute mauvaises pour le Parti socialiste et pour la gauche. Et pour la démocratie, parce qu'il va y avoir une abstention monstrueuse. Imaginons que François Hollande se dise, tiens, le point d'équilibre de ma gauche n'est pas au bon endroit, j'ouvre un petit peu sur la gauche et il vous propose de participer à cette aventure pour redresser le pays conformément à des idées qui seraient les vôtres. Pour faire quoi? Pot de fleurs, nain de jardin, image de gauche? Non. On ne peut pas faire un petit peu. On change de cap, c'est-à-dire qu'on fait une vraie politique de croissance écologique. Voilà, c'est ça qu'il faut faire dans ce pays. Et on transforme les institutions. Si c'est pour faire ça, évidemment qu'on est volontaire. On ne va pas faire de la surenchère permanente. Mais si c'est pour faire du Macron saupoudré de bonnes intentions où on mettrait comme ça 2-3 marionnettes en avant, non. Non, mentir, non. Tricher, non. Donc un rééquilibrage de la politique, conformément à ce que vous venez de nous expliquer, dans ces cas-là, vous participez à l'effort et aux côtés de François Hollande? Non, je ne participe pas, je le dirige. Parce que qui mieux que moi sait faire ce qu'il y a à faire si c'est pour faire ma politique? Premier ministre. Quoi d'autre? Ministre du Logement? Quoi d'autre? Donc il faut être honnête devant les Français. Il faut dire, voilà, on va faire ci ou ça. Le président de la République a choisi, pour l'instant, il pense que ça va lui réussir, une politique qui, un, l'a envoyé dans les catacombes des sondages, deux, a ridiculisé la gauche et épuisé toute notre énergie, détruit tout, ridiculisé la majorité de 2012, puisque vous voyez bien le résultat. Plus personne n'y est, ils se battent entre eux maintenant. Bon. Donc dans votre gouvernement, il y a des communistes? Évidemment, des écologistes, il y a des socialistes, bien sûr. Bien sûr, il y a tous ces gens qui sont prêts à changer la vie. Et la première des choses à faire, c'est de convoquer une assemblée constituante. Bien sûr, il faut le faire tout de suite. Et de la même manière, il faut immédiatement se mettre à la relance écologique. Donc, il faut aller voir les Allemands et discuter avec eux, leur dire, bon, alors par quel bout on prend le problème maintenant? Là, on vous lui continue parlez notre Angela histoire. Merkel. Mais oui, mais je saurais comment lui parler à cette femme. Comment ça? Clairement, il ne faut pas biaiser. D'une manière générale, il ne faut jamais biaiser. Dans les relations interpersonnelles, sauf quand on ne veut pas faire de mal. Mais là, si, il faut quand même un peu se... Cette femme est extrêmement habile, mais elle ne m'impressionne pas. Parce qu'elle laisse Schauble crier, et puis après elle dit, oui, bon, on va quand même faire un compromis, mais enfin, sur nos bases, voilà. Vous vous rendez compte que cette femme a l'arrogance, elle vient de rencontrer le président de la République française, et elle sort, et elle dit, oui, ben, c'est bien que vous ayez adopté la loi Macron. Mais de quoi elle se mêle, celle-ci? De quoi elle se mêle? Est-ce que nous donnons un avis sur la police, sur telle ou telle loi qui se vote en Allemagne? Non, elle a pris maintenant des habitudes. On dirait, je ne sais pas, elle doit croire que tout le monde est là à sa dévotion. Alors le président François Hollande est persuadé qu'elle ne peut pas se passer de lui, n'est-ce pas? Ah ben oui, il pense que... Il vous l'a dit? Je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit, parce que sinon on ne peut plus parler. Après, Bon, il dira à chaque mot que je lui dis, il va aller le répéter à la télévision. Mais je vois bien dans son attitude, François Hollande est un perpétuel optimiste. Hein. Donc il se dit, bon, tout ça va s'arranger, et puis finalement elle va devenir raisonnable. Mais non, elle ne deviendra pas raisonnable, ce n'est pas son intérêt. Ceux qu'on ne peut pas convaincre, il faut les contraindre.
Et les contraintes, c'est des rapports de force. Allez, on avance. On parle maintenant de la menace. On avançait bien, là. Oui, on avançait bien, mais on continue. Hein, d'accord. Allez, on parle de la menace terroriste. Face à la menace, justement, le gouvernement cherche les moyens de lutter contre l'embrigadement, la radicalisation. Et c'est sur Internet que se propage le plus facilement cet appel au djihad. Les réseaux islamistes mettent les moyens pour toucher les esprits les plus faibles. À grands coups d'images chocs, les familles sont bien souvent démunies face à la tentation du djihad. Sarah Sisman, Maxime Vauthier, Thomas Buyer et Maxime Miogier. À quelques kilomètres de Nice, une réunion discrète. Quand vous perdez un enfant, il est là, vous l'avez dans... Mais là, où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il est? Comment il va mourir? Ces mères, qui ne souhaitent pas montrer leur visage par peur de représailles, ont un fils parti faire le djihad en Syrie. Toutes cherchent des réponses. Face à elles, des psychothérapeutes qui tentent de les aider. Je ne me suis jamais aperçu de quoi que ce soit, quoi. C'est ça. Son fils Fred, 17 ans à l'époque, aurait été enrôlé par un prédicateur très actif sur les réseaux sociaux. Des gamins comme nous, qui ont cueilli d'une moule, c'est certain qu'ils vont être vite endoctrinés. Hein. Il leur en faut peu. Hein. On ne sait pas ce qu'on leur raconte quand ils vont partir. Moi, d'après ce que j'ai compris, on leur dit que là-bas, ils ont la piscine, que c'est un endroit chouette, qu'ils font juste du... Ils aident des femmes et les enfants qui sont maltraités par le régime de Bachar al-Assad. Ce sont des gamins, ils sont partis à l'aventure et ceux qui sont là-bas les recrutent en fait. Fred n'était pas musulman. S'il a répondu à l'appel, comme tant d'autres, c'était dans l'idée de défendre une population martyrisée. Et pour attirer les jeunes, les djihadistes utilisent tout l'arsenal offert par Internet, notamment Facebook et Twitter. 90% des personnes qui partent pour la Syrie seraient recrutées sur le web. La propagande est incessante. D'un côté, des vidéos de décapitation très scénarisées. De l'autre, les images d'une vie rêvée en Syrie. Ce qui frappe, ce sont les superproductions comme celle-ci. Les Flammes de la guerre, un film d'1 heure signé Al-Hayat, la branche média du groupe État islamique. Ralenti. Bruitage. Les djihadistes utilisent les codes des films d'Hollywood, mais pas seulement. Daesh se base sur tout ce qu'Al-Qaïda et la mouvance djihadiste a créé antérieurement, mélange ça avec le code d'une jeunesse occidentale et le code des plus abject, ce que les médias audiovisuels européens ou américains produisent, notamment les films d'horreur totale, ou une esthétique qui ressemble énormément à des jeux vidéo. Face à cette propagande massive, le gouvernement a tardé à réagir. Mais depuis quelques semaines, le contre-djihad s'organise sur Internet. L'outil, une plateforme Stop Djihadisme. Réalisée par des pros de la com, pilotée par un très proche de Manuel Valls. Son objectif, déconstruire un à un les argumentaires des groupes islamistes comme une solution de la dernière chance. Il fallait être là où se trouvent les djihadistes et là où se trouvent ceux qui peuvent potentiellement basculer, être convaincus par les arguments présentés par les djihadistes. Il fallait donc être sur les réseaux sociaux, dans l'univers de Facebook, de Twitter notamment, là où tout se joue. Et donc l'idée, c'est certainement pas d'essayer de retourner la situation avec des jeunes qui sont déjà totalement convaincus, qui ont déjà basculé. Ça, on sait très bien que dans ce cas-là, ça ne relèvera pas de nous. Par contre, l'idée, c'est de toucher des jeunes qui s'interrogent. Près de 1500 Français ont déjà été tentés par l'aventure du djihad. Il est encore trop tôt pour évaluer l'efficacité de cette campagne officielle. Mais son principal défaut, c'est peut-être justement qu'elle émane du gouvernement. Alors, c'est un sujet sur lequel on vous entend assez peu. Je voudrais vous soumettre une phrase signée Manuel Valls. Il dit « C'est à l'islam de France de faire son examen de conscience, de s'inscrire pleinement dans la République ». Vous êtes d'accord avec ça ? Non. Je pense que l'islam de France suit son chemin. Pourquoi faire un examen de conscience? De quoi sont-ils coupables, je vous prie? Il faut faire très attention aux mots qu'on utilise. Moi, je n'ai jamais été de la moindre tendresse ni faiblesse à l'égard de la présence de la religion en politique. Combien de fois m'avez-vous traité de laïcard et ainsi de suite? Donc je n'ai jamais varié. Je n'ai jamais accepté des caractérisations du genre islamiste modéré pour parler des Turcs, et je n'ai jamais été partisan des arrangements avec l'Iran. Jamais.
Et je ne le suis toujours pas. Donc je suis parfaitement clair. Mais je suis aussi contre la logique du choc des civilisations. Et je m'inquiète de voir que depuis le 11 janvier, c'est quasiment quotidien maintenant, tous les jours, des heures et des heures, d'informations dramatisant, faisant peur. On croirait que la France est un pays antisémite, rempli d'islamistes radicaux, prêts à égorger tout le monde au coin d'un bois. Non, il faut mettre les choses à leur place. Je trouve plus intelligent la tactique qui consiste à combattre à l'endroit où l'enjeu se fait. Sur les réseaux Internet ? Oui, que sont ces islamistes radicaux des sectes, comme nous en combattons d'autres. Donc nous avons des armes, nous savons faire face. Quel moyen à la République de lutter contre cette radicalisation, mais comme de toujours, parler à ces gamins qui mais attendez, pas avec les gamins, une petite seconde. Ce ne sont pas des gamins ? D'abord, ce ne sont pas des gamins, une partie sont des adultes, d'autres sont des mineurs. Mais bon, il faut les mettre là où ils sont dans un état de criminalité, parce que s'associer à une des initiatives de ce genre, c'est participer à une entreprise criminelle. Donc le rôle qui consiste à leur faire comprendre qu'il n'y a aucun romantisme là-dedans, qu'on ne va vers aucun bonheur, est essentiel. Tâche d'éducation, tâche de contre-propagande. Bon, nous sommes face à un danger, mais mettons-le à sa place. Mettre en danger à sa place, ça n'est pas le sous-estimer, c'est empêcher qu'il atteigne son but politique. Le but politique de ces gens-là, c'est de pousser les Français les uns contre les autres. Donc il ne faut pas leur en donner les moyens. Et moi, je commence franchement à être agacé de voir ces heures passées à décrire une France qui serait antisémite, comme si on était chargé de faire la propagande de M. Netanyahou, qui voudrait que les Français de confession juive quittent leur patrie pour aller en Israël. Non, ça suffit maintenant. Il faut mettre le danger à sa place, le combattre les yeux ouverts. Nous passons un mauvais moment, mais il faut le mettre à sa place. Non, il n'y aura pas de guerre civile en France entre les uns et les autres. Et la religion en politique, c'est la catastrophe totale. Et il y a un parti qui prospère sur cette crainte-là, cette peur-là, c'est naturellement le Front National. Je me tourne vers Claude Veil qui s'interroge. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à surfer sur cette peur ? Bonjour Caroline, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Oui, j'aimerais avoir votre explication, comment vous-même percevez les choses sur ce qui me paraît en effet une des questions les plus intrigantes de la situation politique aujourd'hui en France et en Europe. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il se lève à travers toute l'Europe un grand mouvement populaire, je dirais qui est un mix de nationalisme et d'antilibéralisme ou d'anticapitalisme. Ce mouvement a des formes différentes d'un pays à l'autre. C'est votre ami Alexis Tsipras, le parti Syriza en Grèce, qui a remporté les élections. C'est la montée fulgurante de Podemos en Espagne, de votre ami Pablo Iglesias. Et en France, je suis bien obligé de le constater, pas vous. C'est Marine Le Pen qui ramasse la mise, c'est pas vous. Comment vous l'expliquez ? Comment vous expliquez, je reprends les mots de Chassagne tout à l'heure, que le peuple déçu vote à l'extrême droite et pas à gauche ? Alors, d'abord, commençons, vous avez raison, par faire un tableau d'ensemble, parce que c'est un phénomène d'ensemble. On s'aperçoit que dans l'Europe du Sud, le mouvement qui se détache du néolibéralisme met derrière son dos aussi les dictatures qu'il a connues, qui sont des dictatures d'extrême droite. Donc le mouvement se fait de notre côté. Dans toute l'Europe de l'Est, le communisme d'État a été rejeté avec une telle violence que les mouvements de rejet de l'Europe libérale se font du côté des nationalismes, qui au demeurant avaient été enfouis par le communisme d'État et a pourri sur pied, donc une espèce de venin qui est ressorti. Et les pays du cœur, l'ancien cœur des six, qui ont fait l'Union européenne des débuts, eh bien, hésite. Et vous avez des situations extrêmes. Par exemple, en Italie, la gauche est détruite. Parlons de la France, si vous le voulez. Non, mais attendez, parce qu'il ne faut pas prendre que le cas de la France. En Italie, nous n'existons plus. Non, mais vous êtes un leader politique français. La question à laquelle vous êtes confronté, c'est comment capter ce mouvement d'angoisse des peuples. Non, mais il y a une angoisse des peuples. Vous allez m'expliquer mon travail. Non, qui est attiré à la fois par la nation comme refuge et par l'État comme garant de la protection sociale. La nation en France n'est pas un refuge, c'est une identité. La République est une identité en France. Ailleurs, c'est peut-être un refuge. Pourquoi votre discours en France ne réussit pas à capter ce mouvement qui est profond dans la société française ? Est-ce que ça tient à votre personnalité que certains jugent urticante en tout cas, ou est-ce que ça tient à votre logiciel politique qui est défectueux ? Comment est-ce que vous analysez cet échec politique ? Commençons par dire que si ça devait être ma personnalité, on ne comprend pas pourquoi j'aurais rassemblé 4 millions de personnes et ressorti des catacombes le mouvement dont je suis aujourd'hui le porte-parole. Donc on va mettre ça de côté, je sais que c'est très déplaisant de l'admettre, mais j'ai quelques talents en plus de mes défauts. Donc on va mettre ça de côté. Il nous reste quoi ?
une situation dans laquelle nous-mêmes nous commettons des erreurs. On ne peut pas mettre ça de côté. Nous nous sommes rendus illisibles. Une force comme la nôtre n'est lisible que si elle affronte le système jusqu'au bout, sans tortiller, sans composer. Bon, par conséquent... Vous pouvez difficilement être beaucoup plus radical que honnête, non? Mais ce n'est pas une affaire de radicalité. Vous vous méprenez totalement sur le sens du mot. Ce n'est pas une affaire de radicalité. C'est-à-dire c'est la coupure avec les méthodes de la vieille politique. Nous devons nous concentrer sur une proposition faite au peuple français qui renverse la table. Sur le plan institutionnel, la question du changement de République, et sur le plan social, un ensemble de mesures qui doivent être entendues, que nous n'arrivons pas à faire entendre. C'est clair. Écoutez, je trouve incroyable que ma proposition de campagne électorale, qui est de mettre une échelle des salaires de 1 à 20 et pas plus, le pays qui l'applique, c'est l'Équateur, c'est pas la France. Et en Équateur, bon, on me dit, ah ben c'est une bonne idée, on va le faire, parce que comme ça, dans la croissance que nous connaissons, ça va permettre de contenir les inégalités. Donc il y a nos erreurs, nos difficultés à nous exprimer, et puis il y a aussi, écoutez, il faut dire les choses comme elles sont. En France, il y a un vieux fond bouilli, aigre, qui préfère l'extrême droite au Front populaire. C'est ceux qui... Vous voulez changer de peuple? Vous voulez changer de peuple? Non, je n'ai pas dit changer de peuple. Il y a en France, c'est le lieu d'une bataille. Moi, je respecte le verdict du peuple. Remarquez qu'on n'est pas si nombreux que ça. Je respecte la décision que le peuple prendra. Je m'y soumettrai parce que ça sera la décision du peuple. Ça ne veut pas dire que je changerai de conviction. Donc, je reviens à ce que je dis. Oui, il y a des gens qui, dans ce pays, et dans un certain nombre de rédactions qui seraient censées être plus proches de nous, qui font le calcul que le Front National est une bonne affaire. Et qui donc ont aidé à cette dédiabolisation, ont aidé à la mise en scène du personnage riant, chaleureux, amical. Non, parce que ça va faire des histoires. Je sais bien qui fait des publi-reportages constants pour Madame Le Pen et diabolise le Front National. Je ne sais pas à qui vous pensez. Eh bien, la Pravda de l'ordre établi, le journal Le Monde, qui doit faire dans un mois peut-être, je ne sais pas moi, un jour sur deux des articles. Et quand il ne parle du Front de gauche, c'est que sur un mode dévalorisant. Vous cherchez des responsabilités à l'extérieur, là. Voilà. À l'extérieur de votre propre parti. Je vous en prie, donc nous allons cocher la case. La phrase a été prononcée. Ah, c'est trop facile, c'est la faute des médias. Mais les médias n'ont donc aucune responsabilité, d'après vous? Vous n'avez aucune influence? J'espère qu'ils en ont un petit peu. Non, un petit peu ou beaucoup? Pardon. Mais c'est pas... Quand vous avez, écoutez, ça fait 2 mois que ça dure. Depuis le 11 janvier, combien avons-nous de reportages sur les grandes chaînes, ou la chaîne publique, après tout, à qui on peut, sur des situations sociales? Quand voit-on mis en scène autre chose que le sempiternel discours tous les jours sur les djihadistes qui nous menacent, qui ceci, qui cela, la France qui est antisémite, et blablabla, blablabla, jusqu'à la nausée. C'est-à-dire une ethnicisation permanente de tous les problèmes de la France. Mais la presse espagnole n'a pas cessé de moquer Podemos. Ça ne l'a pas empêché de monter à 25% d'intention de vote. Alors, on ne va pas étudier la situation espagnole, on va rester sur la France. Vous disiez d'y revenir. Monsieur, il y a un ensemble de faits. Ça y est, je me suis flagellé, j'ai dit qu'on avait une responsabilité. Vous devriez être content. Oui, mais je n'ai pas me couper la gorge devant vous. Mais j'ai pas bien compris laquelle. Ah, voilà. Tandis que celle qui vous concerne, vous ne voulez pas l'entendre. Si, je suis prêt à prendre la part de responsabilité de tous les journalistes sur le dos, si vous voulez, mais ça ne vous aidera pas beaucoup. Non, mais c'est pourquoi je voulais vous dire que tout le monde doit assumer ses responsabilités dans ce qui se passe. Lorsque le Front National commençait, j'étais pour son interdiction, car je le considérais comme dangereux pour la République. On m'a dit que non, qu'on ne pouvait pas faire ça, qu'il fallait convaincre, etc. Donc il n'a pas été interdit, c'est une formation légale, il progresse d'une élection à l'autre. Vous devrez vous y soumettre s'il gagne. Voilà. Et quand vous me combattez, moi, je dis vous, excusez-moi. Non, j'ai bien compris. Je veux dire, quand le système médiatique préfère sans cesse montrer du doigt, parler de... À chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'étais en échec. Je sors de la présidentielle à 11%, je n'avais pas fait 18. Je m'en vais affronter Madame Le Pen pour la première fois dans sa circonscription. La terre entière est venue expliquer que je venais là pour me faire filmer parce que je manquais de notoriété. Et évidemment, pour célébrer sa victoire, un de vos collègues a même hurlé à la télévision « Ça y est, vous êtes KO, vous êtes à terre ». Donc il y a une jubilation et dont le fondement, je le connais, c'est la peur de celui qui vous dit ça sera de 1 à 20. Dorénavant, on ne laissera plus les pauvres, on ne laissera pas certains s'empiffrer, on combattra la fraude fiscale, on ne permettra plus aux grandes entreprises de payer 0 impôt en France. Et c'est ça que vous appelez radical. Et donc moi je suis radical, tandis que... Et la gauche radicale, il faut vraiment qu'on ait peur de moi. Dernière question, Est-ce que je peux poser une hypothèse pour essayer d'expliquer à ma façon? Oui, je vous en prie. C'est une hypothèse, pas une conclusion. Le hiatus qui s'est installé entre vous et le peuple, que vous constatez comme moi. Est-ce que, au fond, les gens
n'ont pas l'impression que le peuple, justement, que vous les emmenez dans une impasse. Parce qu'il y a un problème, vous avez un problème stratégique, me semble-t-il. Vous avez dit tout à l'heure, ce que je comprends parfaitement, je ne veux pas faire nain de jardin ou pot de fleurs dans la maison de François Hollande. Je comprends parfaitement. Je serai Premier ministre ou rien. Mais le problème, c'est que sur votre ligne politique, vous n'êtes pas gouvernementalo-compatible, si je peux dire, avec le Parti socialiste. Vous êtes à peu près en accord sur rien. Comme évidemment, vous n'allez pas faire une coalition avec la droite ou avec l'extrême droite, je ne vois pas sur quelle majorité vous pouvez gouverner, sauf à siphonner totalement le Parti socialiste. Mais je suis obligé de constater que vous n'en prenez pas le chemin. Non, mais alors donc tout est une impasse. Non, on ferme, on se met il sur la tête et puis on va. Dans une démocratie, pour gouverner, il faut s'allier. Mais dans une démocratie, la règle, c'est que écoutez-moi. Dans une démocratie, on s'adresse au peuple, et vox populi, vox dei. Je m'adresse au peuple et je tâche de convaincre. Je n'y parviens pas aujourd'hui, soit demain est un autre jour et j'y parviendrai. J'y parviendrai. Et combien d'autres dirigeants politiques avant moi, dans l'histoire de notre patrie, ont tenu une ligne de crête, et comme disait le général de Gaulle, c'est les voies les plus rapides parce que c'est les moins fréquentées. Par conséquent, je tiens ma ligne de crête et un jour ou l'autre, cette trajectoire rencontrera l'histoire du peuple français, parce que l'histoire du peuple français, ce n'est ni Madame Le Pen, ni la médiocrité macroniste ou valsiste, et toutes ces petites choses sans signification à la hauteur de la grandeur du peuple français. Merci beaucoup, Claude Veil. Nous allons passer aux photos d'actualité de la semaine, si vous le voulez bien. Hein, allez, on va en Ukraine. Échange de prisonniers, retrait des armes lourdes. Est-ce que vous y croyez à Minsk 2 ? Oui, bien sûr. Je pense en tout cas qu'il faut y croire. Du moment que les Nord-Américains ne font pas de nouvelles provocations, ni l'extrême droite du gouvernement ukrainien n'aggrave les choses, je pense que les Russes ont maintenant les bases qui leur garantissent ce qui était le plus important pour eux, à savoir que l'OTAN ne s'installera pas à leurs frontières, et deuxièmement, qu'il y a un tampon entre le gouvernement de Kiev et la Russie. Maintenant, il faudra plutôt se préoccuper de ce que les Hongrois et les Polonais vont dire par rapport à l'Ukraine, car eux-mêmes ont quelques doigts dedans. Bien joué, Merkel, Hollande, sur ce coup-là ? Je pense que le travail qui a été fait était utile. Autre image. Duel pour 2017, on l'a un peu dit pour l'instant. Lequel de ces duels vous fait le plus peur ? Mais je ne vois pas ma photo. C'était sans doute une erreur. Mais je ne comprends pas ce qui se passe là. Ces gens-là font le bal à E4 et les autres ont fait quoi, la figuration? Non, il y a encore une étape, je sais que c'est une formalité, qui s'appelle une campagne électorale, des élections, des investitures. Vous ne savez Sérieusement, pas si ça veut dire gens-là... que ce sont des hypothèses qui sont, à votre avis... D'abord, vous ne savez pas si M. Sarkozy, d'ailleurs il ne le sait pas lui-même, sera candidat. Vous ne savez pas dans 2 ans où en sera... François Hollande. Et on ne sait toujours pas si vous serez candidat non plus. Non plus, bien sûr. Bon. Parce que moi, je suis le seul là-dedans. Vous avez dit je suis disponible et puis... Non mais parce qu'une de vos consoeurs avait l'air de dire que c'était moi le problème. J'ai dit ça ne sera pas moi le problème. Aussitôt mes amis ont dit à quoi tu n'es pas candidat. Non, mais parce que j'ai dit je suis disponible. Le jour où vous avez dit je suis disponible, on avait ici même Pierre Laurence, voilà, le patron des communistes, du Parti communiste, qui nous a dit moi aussi je suis disponible, on est tous disponibles. Ça l'avait un peu agacé. Donc on va dire les choses clairement. Non, pas du tout. C'est vous, Caroline Roux, qui de manière un peu perfide... Toujours fielleuse. Non, perfide, ça suffira pour ce soir. Mais il a dit il a commencé par vous dire, Pierre, il n'y aura pas de polémique entre nous. Il dit, bah oui, il est disponible. Donc il n'y en aura pas. On boucle la boucle. Mais je vais vous dire, quand bien même on voudrait qu'on ne peut pas, parce qu'on est obligé de faire équipe. Parce que si on ne fait pas équipe, c'est la fin des haricots. Il n'y aura plus rien. Donc on est obligé de faire équipe. Ça a été difficile parfois, mais... Mais bien sûr, où c'est facile? Dites-moi, au PS c'est facile? À l'UMP c'est facile? Où c'est facile? Dans un seul parti, le Front National, parce qu'il n'y a qu'un chef. Et encore, ils ont des histoires. Allez, une dernière image. Nous avons de temps à autre aussi ces discussions. Pour se détendre, les Césars, ces films ont été récompensés les uns et les autres. Lequel avez-vous vu? Eh bien, j'en ai pas encore vu, mais je suppose que... Non, je ne les ai pas vus. Je ne veux pas commenter. Et en ce moment, je fais un petit revival sur le cinéma du passé. Je me suis fait une petite cure de Fellini. Je ne vous dis que ça. Bon, mais il n'y en a pas un qui vous fait plus envie que les autres? Sans doute que j'y regarderai tous. Bon, allez, on passe aux questions des téléspectateurs, si vous voulez bien. Questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Avec cette question qui ne va pas tarder à arriver, sans doute. Non, on n'a pas de question pour Jean-Luc Mélenchon. Ça m'étonnerait qu'on n'ait pas de question. Hein. Allez, pourquoi oublier les raisons de la crise grecque et pourquoi culpabiliser les Allemands?
Ça, c'était le début de l'émission. Vous avez été sévère. Oubliez les raisons de la crise grecque, je ne les oublie pas un seul instant. Un gouvernement de droite, puis un gouvernement social-démocrate ont truqué les comptes avec l'aide d'une banque, la Goldman Sachs, pour mystifier tout le monde. Tous ces gens-là sont repartis, personne n'est en prison, on ne demande de compte à personne. Donc moi, je suis prêt à leur demander des comptes. De même que je demande des comptes aux armateurs grecs qui ont caché leur argent en Suisse, aux curés grecs qui ne payent pas d'impôts, et à tous ceux qui ont pillé ce pauvre pays. Ça, je suis prêt à le faire. Quant aux Allemands, on s'est bien compris, hein, les amis, je parle du gouvernement conservateur allemand, mais de grâce, on peut de temps à autre raccourcir. Oui, les Allemands ont une grande responsabilité. En ce moment, ils sont en train de détruire l'Europe. Et donc, il est important qu'ils en prennent conscience, qu'ils sortent de cette espèce d'état de satisfaction dans lequel ils sont, alors qu'ils ont 12 millions de pauvres chez eux, et que leur politique ne mène l'Europe nulle part. Par conséquent, et surtout que, bon, ils ont une croissance qui est un peu supérieure à la nôtre, une compétitivité qui est un peu supérieure à la nôtre. Oui, ce n'est pas vraiment significatif, parce qu'ils le font sur le dos des autres. Et je pourrais en faire la démonstration économique quand on veut. Les Allemands, le gouvernement allemand a commencé par imposer à toute l'Europe la reconnaissance d'un marque de l'Est pour un marque de l'Ouest. Ils ont tous fait semblant de croire que c'était vrai. Et nous leur avons fait cadeau comme ça de plusieurs milliards d'euros quand on a fait la conversion de leur papier chiffon en monnaie européenne. Il y a plein d'autres questions. En tout cas, j'ai raison de mettre... Je vous dis une chose, les amis. Je sais que je ne vais pas être très populaire en parlant des Allemands comme ça. Mais c'est moi qui ouvre la brèche. Bon. Réfléchissez, regardez bien. Rappelez-vous de votre histoire. Il y a plein d'autres questions. En quoi une 6e République permettrait-elle de sortir de la crise du système capitaliste? Eh bien, parce que nous pourrions mettre dans des institutions des règles qui contraindraient le capitalisme de notre temps et permettraient la définanciarisation. Je vais vous donner un exemple, un seul. On pourrait décider que dorénavant, le capital investi a des pouvoirs de vote dans l'entreprise à la condition d'une durée d'investissement. Aujourd'hui, un fonds de pension arrive, il rentre, il donne des ordres, il fout tout le monde dehors, et il peut le faire, il a le droit de le faire. Donc ça, c'est un exemple, il y en a bien d'autres. En quoi nous réglerions les comptes au capitalisme? Par exemple, nous mettrions la règle verte dans la Constitution. Ça veut dire on ne prendra pas plus à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. Tout ça, c'est anticapitaliste et antiproductiviste. Mais qui peut le faire? Le peuple français. Je vous donne une idée. Commencez déjà par venir m'aider au mouvement M6R, parce qu'on fait des élections et du tirage au sort pour désigner une assemblée représentative. Je sais que c'est dur, hein, mais il y a plein de questions. Oui, pensez-vous vraiment que l'on puisse changer ce monde? Oui, parce que si on y renonçait, ce serait trop triste. Et chacun d'entre nous qui a la santé et la possibilité, tout le monde peut faire quelque chose. Vous avez encore, vous, la prétention, en tout cas le rêve de changer le monde? Évidemment, parce qu'il est magnifique ce monde, il a des pouvoirs extraordinaires, parce qu'il y a un niveau scientifique jamais atteint, parce que nous sommes un très grand nombre et chacun peut quelque chose. Juste, je vous raconte une histoire vite fait. Une maquilleuse, en allant à une émission de télé, elle est de mon bord, et alors elle me le dit. Et elle me dit, son copain lui a dit mais toi tu parles, mais tu fais rien. Elle dit ben si je fais. Il lui dit mais quoi? Je te parle à toi. Et ben voilà, chacun d'entre nous peut être une frontière contre la bêtise et un avant-poste des idées nouvelles. Chacun de nous peut changer le monde. Bien sûr, le faire avancer en tout cas. Allez, une dernière question. Pourquoi parle-t-on toujours des partis politiques alors que ce que demandent les Français, c'est de pouvoir travailler? C'est une question bizarre, mais si les Français veulent travailler, il y a intérêt à se retrousser les manches, parce que moi j'ai un programme où il faut beaucoup travailler. Que feriez-vous si le FN arrive au pouvoir? Eh bien, comme tout le monde, non? Quoi? S'il arrive au pouvoir, ça sera par des élections. Ouais. Nous avons des institutions. D'abord, je commencerai par dire, ben voilà, on est arrivé. Donc, vous accepteriez la démocratie? C'est ça, vous voulez dire? Moi? Ouais. Non. Ah, voilà, c'est ça. Allez, c'est la fin de cette émission. Vous retrouvez C'est dans l'air demain, 17h50. Dans un instant, votre magazine On n'est pas que des cobayes. Belle soirée sur France 5.